j'aimerais présenter à M. Drissa Traoré, qui est le coordinateur national du programme conjoint de l'Association malienne des droits de l'homme et de la Fédération internationale des droits humains. Vous avez déjà vu, il a le même nom que le compagnon de Côte d'Ivoire. Et puis, à ma gauche, on a Hélène Cissé, qui est avocate internationale de la défense, spécialiste en droit pénal international, droits de l'homme et criminalité transnationale dans les régions du Sahel et de l'Afrique centrale. Merci beaucoup et la parole est à vous. Merci, Excellence, Mesdames et Messieurs. Pour me démarquer de mon homonyme, j'ai dû porter un basin blanc aujourd'hui. Hier, tous les deux ont porté des costumes. Ça prête à confusion. Ça fait 8 ans qu'on est dans cette galère. Alors, je remercie beaucoup les fondations Wayamo et Conrad pour cette invitation et surtout pour nous avoir associés à cet exercice que je qualifie d'important en termes de partage d'expérience et surtout de réflexion sur les préoccupations qui sont communes. Alors, on me demande de parler en 10 minutes de la lutte contre l'impunité et des droits des victimes dans le contexte de lutte contre le terrorisme au Mali. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas du tout aisé. Quand on parle déjà de terrorisme, il y a à boire et à manger. Alors, mais je vais essayer quand même de concentrer mon intervention sur les axes qui me paraissent importants pour faciliter, n'est-ce pas, la compréhension. Alors, j'essaierai quand même de rappeler très rapidement le contexte du Mali avant de parler du cadre légal et institutionnel. Je parlerai surtout du rôle fondamental joué par les organisations de la société civile dans le cadre de l'accompagnement des victimes, sans oublier les tentatives de qualification des différentes infractions qui sont commises au Mali. Je ne vais pas empiéter sur l'intervention de Hélène. Et ensuite, je partagerai les défis auxquels nous sommes confrontés au Mali. Alors, vous savez aussi que la double crise sécuritaire et politique qui prévaut au Mali depuis 2012 a non seulement occasionné de nombreuses et graves violations des droits de l'homme, mais aussi a remis en cause le vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali. Donc, au cours des différentes séquences de la crise de 2012 à aujourd'hui, et en particulier pendant la période d'occupation des régions du nord du Mali, nos organisations ont documenté de nombreux crimes commis par les différentes entités qui sévissent ou qui ont sévi dans ces différentes localités-là. Et parmi ces violations graves des droits de l'homme, vous avez les arrestations et détentions arbitraires, vous avez également des enlèvements et séquestrations, et il y a des disparitions forcées, évidemment, et sans oublier aussi l'enrôlement forcé. Alors, je ne vais pas passer sous silence aussi les nombreux crimes sexuels qui ont été commis. On en a parlé, je vais quand même revenir là-dessus pour mettre un accent particulier sur les cas du Mali. Alors, il faut reconnaître que dans ces contextes assez difficiles, les autorités maliennes ont ouvert en 2012 des procédures judiciaires nationales qui ont été confiées au tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, après bien sûr les désistements des juridictions des régions du Nord qui étaient saccagées par les occupants du moment. Donc, pour parler du cadre légal et institutionnel, je vais d'abord rappeler que nous avons un accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger qui date de juin 2015, qui quand même a le mérite de mettre un accent sur un certain nombre d'aspects qui concernent la lutte contre l'impunité, à savoir d'abord la création d'une commission d'enquête internationale et l'imprescriptibilité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité, de même que la non-amnistie pour ces crimes. Au-delà de l'accord de paix, nous avons également connu des réformes législatives, plus précisément la modification du code de procédure pénale et du code pénal en matière notamment des poursuites et des jugements. Et donc, cette réforme a permis en 2013 de créer un pôle judiciaire spécialisé contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Pour parler un peu de ce pôle, à l'image peut-être de certains pôles ou des juridictions spécialisées qui ont été créées à la suite de certaines crises, il faut peut-être rappeler que ces pôles est constitué
d'un procureur de la République, des 6 substituts du procureur et des 10 cabinets d'instruction. Et parmi ces 10 cabinets d'instruction, tout récemment, 2 points focaux ont été créés pour s'occuper spécifiquement des questions relatives aux violences sexuelles liées au conflit. Donc, c'est aussi une manière de prendre en charge cette question qui est assez spécifique et aussi, quand on rentre dans la profondeur des violations graves des droits de l'homme commises au Mali, et on va peut-être se rendre compte que les violences sexuelles constituent quand même des crimes graves qui ont été commis au nord pendant la période d'occupation. Ce n'est pas madame le procureur qui va me contredire sur ces points, qui en a fait, il faut le reconnaître, et le rappeler ici, son cheval de bataille dans le cadre des poursuites sur la situation du Mali. Alors, je parlais de ce pôle qui a une compétence nationale, bien sûr, contrairement aux autres juridictions ordinaires. Alors, en termes de compétences matérielles, il faut rappeler que initialement, sa compétence ne comprenait que les infractions liées au terrorisme, au financement du terrorisme, au blanchiment des capitaux, au trafic de drogue, aux armes et munitions et à la traite des personnes. Alors, cependant, il faut rappeler à ce niveau que le procureur avait la possibilité de traiter en tant qu'infraction connexe ou annexe aux infractions terroristes les violations graves des droits de l'homme. Un facteur ou un élément qui a suscité beaucoup de critiques de la part des organisations de la société civile qui, à l'époque, avaient rappelé qu'il ne serait pas quand même, bien sûr, bienséant et voire aussi efficace de traiter les violations graves des droits de l'homme, y compris les crimes sexuels, en tant qu'infraction connexe aux infractions terroristes. Donc il y avait quand même un risque de reléguer au second plan les crimes sexuels et les autres violations graves des droits de l'homme. Donc c'est une critique qui a amené les autorités à réfléchir, à aller vers la modification du code pénal pour étendre la compétence matérielle de ce pôle judiciaire spécialisé aux crimes internationaux comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Donc ça, c'est un facteur ou une séquence très importante dans le cadre de la judiciarisation des violations graves des droits de l'homme commises au Mali. Et en termes de rappel, au terme de cette loi de 2019, les crimes contre l'humanité, des génocides, les crimes de guerre sont considérés au même titre que les actes de terrorisme, les financements du terrorisme et les blanchiments des capitaux comme des infractions de nature transnationale, cela en raison de leur gravité. Peut-être on peut, si on fait une analyse approfondie, on peut peut-être même penser qu'il y a une maladresse à ce niveau en termes de comparaison ou de qualification, mais ça, pour nous, c'était quand même une entrée en matière par rapport au traitement, n'est-ce pas, judiciaire des crimes internationaux. Et, il fallait aller à ça parce qu'il y avait aussi une question d'assurer une bonne administration de la justice au Mali. Donc, de cette manière, hein, le traitement de ces plaintes pourra bénéficier davantage de moyens, parce que quand je parle du pôle judiciaire spécialisé, comparativement au tribunal de grande instance de la commune 3, a quand même, comme je l'ai dit tantôt, un procureur spécialisé, 6 substituts, 10 pour juge d'instruction, et j'ai oublié de signaler que ce pôle a aussi une brigade d'investigation spécialisée qui est en train d'ouvrir des antennes dans certaines régions du Mali. Je viens de la région de Mopti où j'ai constaté de visu la construction du bâtiment qui va abriter l'antenne régionale des pôles judiciaires spécialisés à Mopti. Cela va faciliter le rapprochement de la justice des justiciables. Cela va aussi faciliter, n'est-ce pas, la poursuite des enquêtes de la part du pôle judiciaire spécialisé. Peut-être on va poursuivre les échanges lors des questions-réponses sur cette question. Donc, toujours dans le cadre du développement du cadre institutionnel et légal au Mali, et malheureusement, nous avons eu en 2019 une loi d'entente nationale qui est devenue un chevet dans la soupe. Nous considérons d'ailleurs que c'est une prime à l'impunité, même s'il faut le reconnaître, la loi exclut quand même du champ d'action d'exonération des poursuites les crimes internationaux. C'est bien beau, mais dans la pratique, compte tenu de l'évolution de la situation du Mali, marquée par, je ne dirais pas par l'absence d'enquête, mais avec peu d'enquêtes sur les crimes internationaux, il y a un véritable risque de voir les violations graves des droits de l'homme écartées pour la seule et simple raison que certaines infractions peuvent être assimilées à des infractions qui peuvent être éligibles au terme de la loi d'entente nationale. Et d'ailleurs, cette loi d'entente nationale a produit son premier effet dans le cadre du célèbre procès Sanogo, que vous avez certainement suivi.
Alors, il y a eu également, et je l'ai signalé hein, au début de mon propos, j'ai parlé du dessaisissement des juridictions du Nord au profit de la commune 3 à travers les deux arrêts de la Cour suprême en juillet 2012 et en janvier 2013. Donc, ces arrêts qui ont consacré la compétence territoriale d'un tribunal à Bamako au profit des juridictions des régions du Nord qui n'étaient pas opérationnelles. Mais par la suite, en 2015, la même Cour suprême a pris un autre arrêt qui a consacré la restitution des compétences aux juridictions du Nord. Donc, de facto, il s'agissait de permettre aux juridictions du Nord de poursuivre ou d'enquêter, mais en réalité, l'esprit de cet arrêt de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême visait plutôt à consacrer la compétence matérielle et territoriale du pôle judiciaire spécialisé pour connaître de toutes les infractions graves des droits de l'homme commises dans le contexte de la crise. Et je vous avoue, hein, cela a été un véritable problème pour nos organisations qui ont permis, en tout cas, aux victimes de déposer des plaintes, mais qui, après l'arrêt de restitution, étaient dans un flou total, ne savant pas devant quelle juridiction il fallait déposer des plaintes. Est-ce qu'il fallait aller vers les juridictions du Nord, certes opérationnelles, mais avec l'insécurité qui prévalait, c'était très difficile. Est-ce qu'il fallait venir vers le pôle judiciaire spécialisé, donc contre lesquels on avait des appréhensions différentes de celles des autorités. Comme je l'ai dit tantôt, il n'était pas question pour nos organisations de déposer des plaintes de crimes sexuels, par exemple, devant un pôle en charge des infractions terroristes comme atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs, détention illégale d'armes, etc., etc. Donc, ça allait causer un véritable problème en termes de stratégie de poursuite. Il me reste 2 minutes, je vais aller très vite. Je parlerai surtout du rôle fondamental joué. Hein. Mon collègue de la Côte d'Ivoire a insisté là-dessus. Nos organisations ont quand même aidé les victimes à pouvoir déposer des plaintes auprès des juridictions nationales. Et si on fait un petit bilan de ces plaintes, malheureusement, peu de plaintes ont prospéré. Et, par contre, il y a eu des libérations qualifiées d'extrajudiciaires. A contrario, il y a eu des procès au Mali, si je ne le dis pas ici, mais il s'agit bien des procès antiterroristes, donc, qui ont été organisés à l'occasion de certaines sessions de la Cour d'assises. Il y a eu un procès en octobre 2020 et actuellement, il y a une session spéciale de la Cour d'assises au Mali consacrée uniquement aux infractions terroristes. Au même moment, les violations graves des droits de l'homme, y compris les crimes sexuels, sont dans l'impasse. C'est un véritable problème sur lequel on pourrait peut-être poursuivre les échanges. En termes de défis, je parlerai des difficultés de qualification des crimes commis au Mali. Il y a eu des tentatives en 2012 à travers l'ouverture des procédures, mais malheureusement, les premières procédures ouvertes n'étaient pas représentatives, n'est-ce pas? Je veux dire, les charges n'étaient pas représentatives, n'est-ce pas, des différents crimes commis au Mali, puisque ces charges n'étaient relatives qu'entre autres aux crimes, on peut dire, aux infractions qualifiées de terroristes. Donc, actuellement, il est question quand même d'aller vers des qualifications sous l'angle beaucoup plus crimes internationaux pour effectivement aussi jouer ce rôle de primordialité dans le cadre des enquêtes et poursuites et permettre effectivement à la Cour pénale internationale d'aider le Mali. Et cette Cour pénale internationale, il faut le dire, a le mérite de connaître pour l'instant les premiers vrais procès en matière de crimes graves. Donc, il y a eu le procès Al-Madi qui a connu son épilogue et actuellement, il y a le procès Alassane dans lequel il y a des charges relatives aux crimes sexuels qui sont retenues, ce qui est une avancée remarquable à signaler, contrairement aux avancées au niveau national. Si vous me permettez, pour enfin finir, avec les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a la difficulté absolue comme on dit, de prioriser les poursuites. Donc, il n'y a pas une véritable stratégie de priorisation, n'est-ce pas, des poursuites, ce qui pose un problème. Il y a également un manque ou déficit d'orientation émanant des différents parquets généraux. Je voudrais également attirer l'attention sur l'absence d'instructions claires concernant le transfert des dossiers. Et comme je l'ai dit tantôt, avec les arrêts de la chambre d'accusation de la Cour d'appel, les dossiers qui étaient en commune 3 sont en train d'être transférés vers le pôle judiciaire spécialisé, mais ce transfert n'est pas encore définitif. Il y a des dossiers qui sont encore dans les tuyaux pour être transférés devant le PJS. Et je ne vais pas clore mon intervention sans mettre un accent sur le déficit de volonté politique qui est rencontré partout, de même que la faible capacité des acteurs de la chaîne pénale, n'est-ce pas, à traiter les violations graves des droits de l'homme comme les crimes internationaux. Enfin, je voudrais aussi qu'on discute davantage sur le rôle de la justice militaire dans le cadre des poursuites des crimes graves au Mali.
Actuellement, l'entrave principale que nous avons, c'est les ordres de poursuite qui font que si des militaires, bien sûr, impliqués ou suspectés d'être impliqués dans les crimes graves doivent être poursuivis, il faut des ordres de poursuite de la part du ministre de la Défense. Cela pourrait être qualifié, n'est-ce pas, d'injonction, n'est-ce pas, ou d'entorse plutôt, à l'indépendance de la justice. Donc, mais je vous avoue que ce n'est pas du tout facile. Il y a une réforme du secteur de la justice en cours, notamment au niveau de la justice militaire, pour effectivement adresser ces différentes questions afin de permettre aux victimes d'accéder à la justice. Je vous remercie. Je suis désolé d'avoir pris 1 minute ou 2 minutes supplémentaires. Je reste quand même à votre disposition pour les questions et les commentaires sur le Mali. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, j'aimerais donner la parole à Hélène Cissé. J'ai déjà préparé le papier terminé, s'il vous plaît. Bon. Bon, ça c'est hors chronomètre. Bon. Donc, la lutte contre l'impunité pour les actes de terrorisme, il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous pour savoir que c'est une menace très grave à la sécurité, à la survie même des États et des populations de l'Afrique de l'Ouest. Par conséquent, c'est un sujet crucial. Mais en ce qui concerne la prise en charge par le système de justice pénale, c'est une prise en charge en fait qui est difficile au niveau même des enquêtes, de l'incrimination pénale et des poursuites. Et j'aimerais me reposer sur 2 problématiques, parce qu'elles ont un impact direct sur la mise en œuvre des poursuites sur le plan interne contre les actes de terrorisme. La première problématique, c'est qu'il y a un chevauchement et un accompagnement du droit international, du droit régional africain et qui ont un impact dans la mesure où il y a une transposition, une incorporation demandée de ces instruments dans la législation interne. Et on constate donc une multiplicité à concernant en juin 2021. Donc, c'est une difficulté. Et donc, je veux juste mettre en exergue certains points. Pourquoi ça peut être une difficulté d'enquêter, de déclencher des poursuites sur une incrimination. Donc, d'une part, vous le savez, il y a eu de nombreuses tentatives de la communauté internationale de se mettre d'accord sur la notion de terrorisme. Et à ce jour, depuis 2037 à ce jour, il n'y a aucun accord. Donc, certains parlent de jusqu'au-Gens, droit coutumier international, et d'autres se demandent comment, par exemple, utiliser des juridictions internationales, donc la CPI, pour essayer d'appréhender les actes de terrorisme. On m'a demandé un peu de parler de cette question. Et il y a donc, de ce point de vue précis, les actes de terrorisme ne sont pas inclus dans le statut de Rome. Ça, c'est clair. Mais on verra plus tard certains actes de terrorisme, il peut y avoir des éléments constitutifs de ces actes de terrorisme qui pourraient asseoir des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. Ça, c'est une option, c'est une discussion qui peut être intéressante. Maintenant, au-delà du niveau international, vous avez général, la communauté s'est dirigée, et c'est ce qui fait la difficulté, vers l'élaboration d'environ au moins 19 instruments internationaux pour appréhender certains aspects du terrorisme. Je ne vais pas les citer, mais vous avez la liste. Évidemment, ça concerne les aspects du terrorisme sur l'aviation civile, les aéronefs, les aéroports, la navigation maritime, la prise d'otages, les attentats à l'explosif, le terrorisme nucléaire, et vous avez toute la liste. Alors, le problème qui se pose, il y a une obligation des États parties de transposer dans leur droit pénal interne les normes de ces conventions, et donc, vous avez, et à côté de ça, au niveau régional africain, vous avez les initiatives africaines.
Alors, la convention de l'OEA, et c'est important par rapport à la méthodologie adoptée dans certains États, notamment le Sénégal, le Mali, mais en particulier le Sénégal, parce qu'on sent une volonté peut-être de suivre un peu cette approche méthodologique. La convention de l'OEA sur les actes de terrorisme définit 2 éléments de façon très spécifique. Il y a les éléments matériels, et les éléments matériels sont définis comme tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales. Ce qui veut dire qu'en fait, transposé dans le droit interne, ce sont les infractions de la législation interne de droit commun qui vont asseoir la matérialité de la plupart des éléments. Et on viendra là-dessus, si vous le voulez, plus tard. Dans l'article 279.1, première version 2007, vous avez donc pratiquement toutes les infractions pénales, y compris les coups et blessures, les meurtres, les attentats, la simple menace, les destructions. Enfin, vous avez toute la liste. Ce sont des infractions de droit commun. Et donc, la Convention de l'OEA disait violation de législation pénale nationale. Mais à côté de ça, vous avez un élément intentionnel très important et très spécifique, alors qui est défini dans la Convention de l'OEA et qui est repris en termes un peu différents dans les législations, et en plus dans la loi modèle de la Convention de l'OEA, on n'a même pas retenu les mêmes définitions, d'où l'extrême difficulté d'incorporer après dans les législations internes. Donc, vous avez l'élément matériel, et ce qui explique par exemple que la loi de 2007 a repris toute la liste pratiquement des infractions du droit pénal, comme je vous l'ai dit, et ensuite a dit si, alors je vous lis même le texte parce qu'il y a une analogie, constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont commises intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales ou internationales par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes. Et on reprend toutes les infractions de droit pénal. C'est cette notion peut-être d'ordre public qui a un peu ému des militants, mais en réalité, elle existe depuis 2007. Elle est en fait une transposition, mais en d'autres termes, de ce qu'il y a dans l'acte de l'OEA, la Convention de l'OEA, et elle est reprise dans la plupart des législations. C'est-à-dire c'est tout un ensemble, mais l'idée essentielle, c'est la base, c'est les infractions pénales de la législation interne, 2, lorsqu'elles ont pour but, ou voilà. Donc, c'est, et en 2016, le Sénégal a modifié pour ajouter des infractions. 4 minutes? Oh là là. Donc, on en discutera à propos de l'affaire de l'imam Dao, par exemple, hein, enfin, de l'affaire du 19 juillet 2018, comment on a appliqué la loi de 2007. Ensuite, vous avez d'autres législations, vous avez les mêmes démarches. Donc, pour résumer, vous avez une incorporation en vrac des conventions internationales et une incorporation donc des 19 législations, une incorporation de la Convention de l'OEA et la sauce locale. Donc, vous voyez ce que ça peut donner. On pourra parler de cette affaire et de la dernière réforme de 2021 qui a suscité des émois pour voir est-ce que les émois étaient justifiés quand on a qualifié de liberticide. Bon, je n'oublie pas la législation du mois sur le financement. Donc, difficulté des législations internes. Et par rapport à ça, il y a la deuxième problématique, c'est la conciliation entre les impératifs sécuritaires, menaces à la sécurité, et les impératifs du respect des standards internationaux des droits de l'homme. Alors pour ça, je vous renvoie aux nombreux rapports des Nations Unies, de l'expert indépendant, et au dernier rapport des Nations Unies d'octobre 2021, vous avez toute la liste des violations, mais on peut dire qu'elles sont liées souvent au fait que c'est une unité d'intervention purement militaire, souvent, qui interpelle les présumés terroristes et qui, dans ce cadre-là, fait prévaloir l'approche militaire sans la perspective de la prise en charge judiciaire avec les exigences. Si vous voulez, on pourra parler de nombreux exemples. Et donc, c'est un impact négatif, alors que la plupart des États d'Afrique de l'Ouest ont signé tous les textes relatifs aux droits de l'homme, et on pourra même les évoquer, nationaux, régionaux, et voilà. Maintenant, la conciliation entre ces impératifs sécuritaires et
ces impératifs de droits de l'homme à travers une coordination, une coopération et une formation des agents qui interviennent dans le cadre des interventions militaires et des magistrats du système de justice pénale est absolument indispensable. Et il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès aussi sur le renforcement des moyens des juridictions nationales et des officiers de police judiciaire afin de mieux faire respecter l'intégrité du processus judiciaire dès le début, même au niveau de l'intervention militaire. Voilà, donc c'est un peu les deux thématiques, mais je voudrais terminer sur une autre problématique, moi, qui me pose problème, c'est qu'on voit de plus en plus des négociations politiques, des lois d'amnistie qui viennent impacter, qui vont impacter nécessairement sur les poursuites pour les crimes de terrorisme. Et j'aimerais aussi qu'on discute de ça. Que peut-on faire par rapport à ça? Voilà, merci. Merci beaucoup pour respecter le temps. Je n'ai pas dû mettre plus de papier, vraiment. Vous avez bien. Et j'ouvre tout de suite le panel. J'invite à vos questions pour terminer la journée. Je sais que c'est après le lunch, c'est toujours difficile, donc c'est mieux d'avoir un échange interactif. Oui, numéro 1. Qui encore? Numéro 2, derrière, 3 et 4. Pardon? Oui, il faut se présenter, s'il vous plaît, au début de votre question. Bonjour. Bon, je m'appelle Moussa Ndiaye, étudiant en droit à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voilà, l'inquiétude révèle que nous sommes en train de réinventer la roue de l'incrimination des crimes internationaux. Pourquoi? Parce que, paragraphe 5, dans le préambule de le statut de Rome relatif à la Cour, à la CPI, l'on a pu lire qu'il a été déterminé à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la prévention des nouveaux crimes. Est-ce qu'à partir de ce moment déterminé, nous ne pouvons pas considérer que, expressément, le législateur avait prévu que les nouveaux crimes peuvent être assimilés avec les crimes de terrorisme? Pourquoi? Parce que l'article 5 du traité exclusivement liste 4 de crimes. Crimes de génocide, crimes de guerre, crimes de l'humanité et crimes d'agression. Et exclusivement la compétence de la Cour à travers l'article 13 du même statut de Rome. Et maintenant, nous sommes devant le droit pénal de l'ennemi. Et le législateur sénégalais a pris des dispositions en faisant une évolution depuis 2007, 2016 et 2021 pour dire qu'effectivement, vu la gravité de cette infraction, vous avez tantôt dit, Madame Hélène Cissé... Une question, oui, s'il vous plaît. Oui, la question c'est, est-ce qu'effectivement, dans le préambule, le législateur n'a pas prévu expressément les crimes de terrorisme en parlant de nouveaux crimes? Merci. Le prochain. Et deuxième question. Non, mais excusez, monsieur, il faut que je respecte. Hein. D'accord. Peut-être plus Une tard. minute. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Le prochain, s'il vous plaît. Oui, derrière d'abord. Merci beaucoup. Je m'appelle Gaspard Onokoko. Je suis de la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains et responsable du groupe Agora. Ma question s'adresse à, professeur maître Cissé, en qui j'ai beaucoup de respect pour avoir travaillé avec elle pendant plusieurs années. Ma question consiste à savoir pourquoi, jusque-là, on a des problèmes, des difficultés pour définir avec précision les actes
du terrorisme. Comme aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des définitions précises sur les crimes ou les actes de génocide. Ma deuxième question, vous avez bien fait pour nous montrer la conciliation entre les deux impératifs, sans doute l'impératif sécuritaire et le respect aussi le respect des droits humains, ce qui est fondamental. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas aussi mis un accent particulier sur l'autre aspect lié au renforcement des moyens de la lutte contre la prolifération des armes légères, que vous connaissez, maîtrisez très bien. Merci. Bonjour à tous et merci beaucoup Drissa et Maître Cissé pour ces commentaires très intéressants sur l'impunité et les crimes de terrorisme. Je m'appelle Ousmane Diallo, je suis chercheur sur le Sahel pour Amnesty International et j'avais une question pour Drissa par rapport au Mali. On sait qu'il y a la centralisation pour tous les crimes de droit international avec le PJS, ainsi que pour les crimes de terrorisme et de transnationalité et les crimes transnationaux organisés. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes de capacité en matière d'instruction pour ces dossiers-là. C'est-à-dire qu'il y a un PJS, il y a un procureur, des substituts, mais au Mali, au Burkina Faso et dans beaucoup de pays, ce sont des pays qui sont en situation de conflit. Et donc, d'importants pans du territoire ne sont pas accessibles à l'État et à la justice. Et en dépit du fait qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, il y a très peu d'instructions qui aboutissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la capacité pour l'État d'aller dans certaines régions du centre du Mali pour auditionner les victimes, pour exploiter les scènes de crime, et ça entrave la bonne marche de la justice, parce qu'on ne peut pas traduire des gens pour des faits de terrorisme ou bien de crimes de droit international organisés, tout en sachant que l'instruction a été bâclée et a été empêchée par les impératifs sécuritaires. Et donc moi je me demandais, au-delà de ça, est-ce qu'il y a des solutions qu'on peut envisager, vu que la situation pourrait durer au Mali, et aussi s'il n'y a pas un impératif de renforcer les capacités en matière de ressources humaines au niveau de ces pôles judiciaires spécialisés-là. Parce que souvent on a juste quelques juges, et il y a tellement de dossiers que voilà, ça fait beaucoup à faire pour ces juges-là. Et j'avais une question pour Maître Cissé. Notamment, il a parlé des lois d'amnistie et des négociations d'otages. Ce qu'on a pu voir au Mali l'année dernière, où 204 détenus ont été libérés en échange de Soumaïla Cissé et de Sophie Petronas. Et au-delà de ça, on voit aussi qu'il y a des services de l'État comme les services de renseignement qui sont très impliqués pour les matières... pour les affaires liées au terrorisme, comme la sécurité d'État au Mali, qui détient les gens, qui n'est pas inscrit dans l'armature judiciaire, mais qui existe dans les faits. Et c'est une pratique qui est même tolérée au niveau de la justice malienne. Donc, je voulais juste avoir votre commentaire là-dessus. Et merci beaucoup. Merci. La dernière personne, c'était où? C'était ici. Ah oui, pardon. Ouais, OK. Merci, cher modérateur. C'est Denis Nour de la Ligue sénégalaise des droits humains. Merci aux panélistes. Alors, je commencerai par M. Cissé par rapport à la question soulevée sur le Sénégal avec la loi sur le terrorisme qui a soulevé beaucoup de polémiques et notamment beaucoup de mouvements avec la société civile. Ma question est la suivante. Vous avez tantôt dit que ce n'est pas nouveau, c'était depuis 2007. Mais selon vous, qu'est-ce qui a suscité justement cette polémique-là? Parce que je dis une loi, on fait une loi pour les humains. Si la loi ne répond pas justement aux aspirations de la société, cette loi devient obsolète. Et donc pour vous, pourquoi cette polémique a été suscitée? La dernière question, c'est pour tous les deux panélistes. Il est difficile de donner une définition, en tout cas consensuelle, du terrorisme. Ne pensez-vous pas que pour les questions de terrorisme, il est plus opportun
de traiter la question au niveau national ou bien de traiter la question au niveau international? Merci. Merci beaucoup pour les questions. Et puis, qui veut commencer? Hein? Vous avez bénéficié, vous avez beaucoup de questions qui vous sont directement adressées. Moi, je vais essayer de répondre directement aux questions voilà, qui me sont adressées, à commencer par celle de Ousmane, hein, qui est aussi un fin connaisseur du Mali. Il est assez modeste, mais voilà. Et, alors, à ces questions, je pense qu'il faut rappeler qu'il y a des difficultés. J'ai parlé certes des capacités du pôle judiciaire spécialisé avec ses 6 substituts, son procureur, ses 10 juges d'instruction, dont 2 points focaux, chargés de traiter les questions de violences sexuelles et au conflit. Il y a aussi une brigade, mais il ne faut pas aussi perdre de vue que beaucoup de juges connaissent pour la première fois ce type de crime au Mali. Et donc, le plus souvent, les magistrats sont habitués à traiter des infractions de droit commun. Et il va de soi que quand il y a une telle crise qui s'éclate, qu'il faut faire, comme certains diront, un recyclage. Moi, je dirais qu'il faut renforcer davantage leurs compétences par rapport au traitement, n'est-ce pas, des crimes internationaux. Et, à ce niveau, j'ai soulevé une problématique qui se pose avec beaucoup d'acuité, à savoir les difficultés dans la qualification des crimes. Et je vous donne un exemple. Il y a eu en 2017 le procès Aliou Mohamed Touré, ancien commissaire islamique du Moujao à Gao, jugé et condamné le même jour à 10 ans d'emprisonnement. Et oui, nos organisations avaient représenté 8 parties civiles à ce procès. Alors, ce qui est un peu anecdotique dans ce procès, pendant l'instruction, le juge d'instruction avait retenu parmi les charges la charge relative aux crimes de guerre. Mais lorsque le dossier est arrivé au niveau de la chambre d'accusation, n'est-ce pas, a jugé nécessaire de ne pas retenir cette charge au motif que le Mali n'a pas fait de déclaration de guerre. Bon, je ne sais pas si c'est une interprétation autre du droit, mais quand même, cela a suscité beaucoup d'émoi de la part, au niveau des organisations de la société civile, qui ont estimé qu'il faut quand même renforcer les compétences des magistrats maliens sur la qualification, n'est-ce pas, des crimes, pour que des crimes internationaux ne soient pas dilués dans d'autres infractions comme atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs. Parce que là, je signale que Aliou a été condamné uniquement et il a été jugé coupable pour association de malfaiteurs, détention illégale d'armes, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Et comparativement, n'est-ce pas, aux charges qui étaient initialement retenues contre lui. Donc c'est un véritable problème soulevé par nos organisations qui sont en train d'être prises en charge par certains partenaires qui aujourd'hui appuient beaucoup les magistrats maliens. J'ai vu la CPI en a beaucoup fait, l'aménagement aussi, en train d'appuyer les magistrats maliens. J'ai participé il n'y a pas longtemps à un atelier d'évaluation des procédures judiciaires au cours duquel il y a eu des formations pour comment, n'est-ce pas, prioriser des dossiers importants, comment classer des dossiers importants, et, afin de permettre aux magistrats de ne pas diluer des dossiers dits emblématiques dans les dossiers de terrorisme. Ça, c'est un aspect qui me paraît important, mais à ce niveau, je pense que c'est un processus. Peut-être on va arriver à un jour où les magistrats, en tout cas des magistrats maliens, même si je ne dis pas tous les magistrats, il y en a qui sont aujourd'hui en phase avec le traitement sous l'angle crimes internationaux de certaines infractions, mais il y en a aussi qui sont à leur début par rapport à la connaissance de ces crimes internationaux. Donc à ce niveau, il faut rappeler que c'est un processus. Et les libérations extrajudiciaires, ça n'engage que moi, puisque dans le cadre des échanges d'otages, nous avons vu souvent que certains présumés djihadistes ont bénéficié d'élargissement. Le cas le plus récent, c'est celui qui est intervenu à l'occasion de la libération de Soumaïla, au cours duquel il y a plus de 200 djihadistes qui ont bénéficié, en tout cas, de la liberté. Alors, parmi ces 200, il y avait Aliou Maman qui avait été jugé et condamné à 10 ans d'emprisonnement, et le procès dans lequel les victimes n'ont pas encore reçu réparation. Et malheureusement, il a bénéficié de cette libération et les victimes sont toujours à Gao. Certains sont en train de mourir, excusez-moi du terme, mais jusque-là, elles n'ont pas reçu de réparation. Donc c'est un problème qui est là, auquel
il n'y a pas toutes les réponses, même s'il faut rappeler à ce niveau que la complexité de la situation du Mali fait qu'il n'est pas du tout évident que la justice soit faite pour tout le monde. C'est vrai que nous, nos organisations, nous demandons à ce que la justice soit faite, mais nous ne sommes pas aussi des ayatollahs de la justice pour dire qu'il faut justice pour tous les cas. Mais nous demandons au moins que des cas emblématiques fassent l'objet de procès, que des cas emblématiques ne bénéficient pas de libération qualifiée d'extrajudiciaire. C'est important, mais à ce niveau, le chemin à parcourir, il est encore long. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions auxquelles j'étais appelé à répondre, mais je voudrais quand même parler de la sécurité d'État. Hein. Le point sur lequel Ousmane a aussi mis un accent, je vous avoue que nous sommes faibles hein, par rapport à la sécurité d'État. Nous nous sommes fréquemment saisis des cas de disparition, mais nous n'avons pas la possibilité de vérifier si effectivement ces personnes arrêtées sur le théâtre des opérations sont aux mains de la sécurité d'État ou pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir dans les prisons civiles si ces personnes sont détenues. Au cas où on n'arrive pas à les détecter là-bas, alors souvent on va supposer que ces personnes sont au niveau de la sécurité d'État, mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens, ni moyens légaux ou pratiques pour pouvoir vérifier effectivement si ces personnes sont aux mains de la sécurité d'État. Mais ça fait longtemps que nos organisations demandent à ce que les dossiers qui sont au niveau de la sécurité d'État soient judiciarisés, parce qu'il ne faut pas que ça reste une zone de non-droit. Cela porte une atteinte, en tout cas, à l'état de droit. Mais le travail est très difficile à ce niveau, connaissant aussi des considérations politiques de la situation du Mali. Bon, je m'en arrête là pour l'instant. Peut-être après, s'il y a des questions qui arrivent, je pourrais tenter de répondre. Merci. Merci. Par rapport à la première question, je ne suis pas sûre d'avoir compris. Quand vous parlez de préambule, Monsieur Sankaré, vous parlez de quel préambule? Peut-être que j'ai eu du mal à saisir. Vous posez la question, est-ce que dans le préambule, le législateur n'a pas prévu les actes de terrorisme? Vous parlez de quel préambule? Il est parti? Ah, le statut de Rome. Bon, il faut voir qu'en termes d'infraction pénale, sur lesquelles le statut de la Cour pénale internationale a compétence, ce n'est que les crimes internationaux qui sont pris en considération. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, Crime d'agression. Crime d'agression, voilà. Donc, crime contre l'humanité, crime de guerre, oui. Article 7, article 8, bon, le crime d'agression plus récemment, n'est-ce pas? Donc, en termes d'asseoir des poursuites sur une infraction pénale, elles ne peuvent être assises que sur les chefs de compétences rationnées matérielles que la Cour pénale détient de la définition des crimes sur lesquels elle a compétence. Même si le préambule parle des crimes les plus graves, il n'est pas retenu, ça c'est clair, comme acte, les actes de terrorisme ne sont pas retenus. Mais comme l'a dit le premier président de la Cour pénale internationale, M. Philippe Kirsch, il a eu à dire que si dans les éléments constitutifs d'une circonstance factuelle dont la Cour peut être saisie, on peut réunir les éléments et les conditions procédurales de l'un des crimes sur lesquels elle exerce la compétence, comme le crime contre l'humanité ou le crime de génocide, à ce moment-là, la Cour peut en connaître, mais pas en tant qu'infraction d'acte de terrorisme, mais de crime contre l'humanité, crime de guerre ou agression. Parce que c'est le principe du droit pénal, de l'unicité, de l'indivisibilité de l'infraction pénale. Donc s'il y a des éléments constitutifs, comme l'avait dit Aurélia, qui peuvent être relevés d'un crime international, on peut l'envisager, comme on peut envisager de recourir à l'acte de terrorisme si les conditions sont remplies. Voilà ma réponse. De Gaspard, et là je suis très contente qu'il me la pose, parce que pendant 15 ans, j'ai travaillé avec la Commission nationale du Sénégal, la CEDEAO, l'ONUDC, sur les normes de lutte contre la circulation, les trafics illicites d'armes, et en particulier pour les armes de guerre, et vous avez le TCAO sur lequel aussi j'ai travaillé pendant des années. Et quand vous voyez tout reportage sur les attentats terroristes, qu'est-ce que vous voyez? Que les attaquants sont lourdement armés.
Et il y a un rapport d'Amnesty International récent qui a essayé d'identifier d'où venaient les armes utilisées par les attaquants. Et là, moi je dis qu'effectivement, il y a un côté énormément d'instruments normatifs, TCA, CEDEAO, et j'en passe, protocole de l'ONUDC, et à côté, vous avez presque une augmentation et une insolence de détournements illicites de toutes ces armes vers les circuits criminels et en particulier les circuits terroristes. Et je voudrais dire par exemple que la commission, la Cour spéciale d'assises de Bamako, qui a eu à rendre des décisions, et même dans l'affaire du 19 juillet 2018, il y a une disqualification sur une infraction concernant les armes. La détention, et même quand vous voyez l'actualité, l'utilisation d'engins explosifs, l'utilisation d'armes de guerre, qui sont toutes normalement contrôlées par la CEDEAO, contrôlées par l'ONU, par le protocole des Nations Unies et par bien d'autres protocoles, eh bien vous voyez qu'il y a énormément de détournements vers les circuits terroristes. Et la Cour spéciale de Bamako a eu à retenir dans les liens donc, de l'infraction de détention illicite d'armes de guerre en relation avec une entreprise terroriste. Et je reviens sur l'élément intentionnel spécifique du délit d'acte terroriste. Vous pouvez détenir des armes de guerre, vous pouvez attaquer, vous pouvez braquer, mais s'il n'y a pas l'élément intentionnel spécifique de l'acte de terrorisme, vous êtes coupable d'une infraction pénale de détention illicite d'armes de guerre. Et dans l'arrêt du 19 juillet 2018, rendu donc dans la seule affaire emblématique au Sénégal sur le terrorisme, l'imam a été seulement retenu dans les liens de prévention d'une détention sans autorisation d'une arme de deuxième catégorie. Ça, en fait, ce sont les armes de défense. Ses avocats avaient plaidé une arme de l'article 7 parce qu'elle n'était plus utilisable, acte de collection, mais le juge a refusé en disant qu'il faut que ce soit une arme d'intérêt folklorique, culturel, artistique, et même si elle n'est plus utilisable, ça relève, puisque c'est un pistolet, d'une arme de défense. Même non utilisable, c'est un délit, il a eu 1 mois avec sursis. Et il y a beaucoup de décisions où vous verrez que la détention d'engins explosifs dans le cas en relation à une entreprise terroriste est pris en compte. Voilà. Donc maintenant, troisième question d'Amnesty. Oui, alors, je suis contente aussi que vous avez posé cette question parce que je l'ai soulevée dans 2 brochures que j'ai faites pour ISS Pretoria sur l'approche droits humains, respect des droits humains dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Et au Mali, j'ai eu à faire des enquêtes de terrain, j'ai eu à rencontrer, à voir, à discuter avec les magistrats qui m'ont posé les problèmes de l'éloignement, du manque de moyens dans leur cadre de leur procédure, de l'absence des éléments de preuve, justement, parce que les unités d'intervention militaire n'ont pas ça en tête. Mais il y a eu des progrès. Et pareil au Niger, il y a eu beaucoup de décisions d'acquittement parce qu'il n'y avait pas de charge, il n'y avait pas de preuves suffisantes. Donc, mais il y a eu des progrès. Au Mali, vous avez la création de la BIS, Brigade d'intervention spécialisée, qui est seule compétente maintenant pour enquêter sur les actes de terrorisme. Et très récemment, vous avez vu qu'ils ont bénéficié d'une formation et de matériel. Donc, il y a eu des progrès, mais évidemment, à la dimension des moyens d'un pays comme le Mali. Ensuite, voilà, quelle solution ? Cours d'amnistie, attendez, négociation loi d'amnistie. Bon, ben ça, on l'a dit, on l'a soulevé à plusieurs reprises. L'effet, c'est que ça arrête les poursuites ou ça les suspend. Et enfin, la loi de 21. Alors là, il faut que j'y réponde. Parce qu'il y a eu tellement de tapage, on ne peut pas ne pas y répondre parce qu'on va me le reprocher. Voilà. Alors, pourquoi il y a eu ces manifestations, ces prises de position passionnées contre la loi de 25 juin 2021? En fait, il me semble, moi, de l'extérieur, qu'on s'est focalisé sur
la rédaction qui existait déjà d'ailleurs sur la notion d'atteinte à l'ordre public, qu'on trouve déjà dans la loi de 2007, qu'on retrouve dans la loi de 2016, qui est la 279.1, beaucoup plus développée, mais je ne vais pas revenir dans les détails. Mais cette notion d'atteinte à l'ordre public est à côté des autres notions qu'on prend en considération et que vous avez dans le code pénal sénégalais, destruction, insurrection, tous les délits à la sûreté publique sont listés. Mais ils sont de simples infractions s'il n'y a pas les éléments de le but recherché d'intimidation, de terreur systématique sur les populations et de désorganisation des services normaux et des institutions, du défonctionnement des institutions. Donc, le point focal, ce n'est pas un point focal qui a été ajouté par la loi de 2021. Ce qui a été ajouté par la loi de 2021, c'est il y a eu un changement de terminologie. Au lieu de travaux forcés à perpétuité, on a parlé de réclusion criminelle à perpétuité. 2, on a surtout élargi les modes de financement du terrorisme. Et vous pouvez voir la loi de 2016 qui a élargi la notion des actes de financement du terrorisme, mais la loi de 2021 a eu 2 ajouts que vous pouvez regarder sur Internet. C'est qu'en réalité, dans l'affaire dont je parle du 19 juillet 2018, le procureur avait demandé 30 ans de prison pour l'imam et avait poursuivi pour financement du terrorisme. Ça a été rejeté par le tribunal. Je conclue, voilà. Ça a été rejeté par le tribunal et je dis, je ne suis pas chauvine, mais que la législation sénégalaise, surtout cette décision et la démarche des magistrats sénégalais est remarquable. Vu la complexité de cette infraction, je vous invite à lire cet arrêt parce qu'il a rejeté l'apologie, les financements, après une analyse très pointue du droit et des faits. Voilà, il faut faire confiance aux magistrats. Et c'est vrai, c'est bizarre, et ça peut paraître bizarre, qu'on ait introduit ça en urgence juste un peu après les manifestations. Mais il faut garder la tête froide, aller aux sources, les analyser objectivement, avant de se précipiter devant les micros pour dire « Ah, atteinte liberticide ». Merci. Merci beaucoup. Et pour terminer le panel, je donne 1 minute à M. Drissa Traoré pour conclure la conférence après. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par une recommandation qui me vient à l'esprit et qui répond d'ailleurs à certaines exigences. Mais avant cela, je voudrais rappeler que les PJS, les pôles judiciaires spécialisés, est une juridiction d'instruction, donc ce n'est pas une juridiction de jugement. Donc ça, c'est très important à signaler. Et après son travail, nous avons la procédure normale, c'est la transmission des dossiers devant la cour d'assises, qui est une juridiction de jugement. Et donc là, il importe aujourd'hui de renforcer les capacités techniques, non seulement des magistrats du PJS, mais aussi des conseillers de la cour d'assises, sur le traitement et la qualification des crimes internationaux. Donc cela est très important parce que nous l'avons dit et je voulais répéter, les juridictions nationales sont en tout cas les plus proches des points de vue financiers, culturels, géographiques des victimes que les juridictions internationales. Et aussi, ces juridictions nationales sont à même de connaître plusieurs affaires à la fois par rapport à la CPI, donc d'où la nécessité, n'est-ce pas, pour les différents acteurs qui aident nos pays à conjuguer leurs différents efforts pour continuer à renforcer les capacités des juridictions nationales. Je pense que c'est une nécessité qui ne fait pas débat. Je voudrais encore vous remercier pour votre aimable attention. Peut-être dans les couloirs, on va poursuivre les échanges, le temps étant limité. Nous avons eu la malchance d'avoir Bettina qui est très stricte en matière de temps. Merci. Ah aussi. Merci.